Depuis l'été 2023, on s'est développé extrêmement rapidement. Ça a été vraiment une explosion de croissance. 2019, 0, 2025, 150 milliards. D'encours et 12,5 milliards de valo. Il y a un effondrement des retraites en Europe, les politiques ne s'en occupent pas, et la seule solution possible, c'est d'investir. La durée de vie moyenne d'un cadre dirigeant dans une scale-up dans le monde à l'heure actuelle, c'est 18 mois. Moi, ça fait 5 ans. Ce pari-là, personne n'y croyait il y a 5 ans, il y a 10 ans encore moins, et là, les gens commencent à y croire maintenant. Et bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Blindé de 2026. Comme vous pouvez peut-être le voir, Blindé évolue, puisque maintenant Blindé est produit par le magazine Le Revenu, qu'on remercie du coup de cet accompagnement. Et pour ce nouveau démarrage de Blindé, on a un vrai privilège, puisque Mathias Bachino, qu'on connaît bien, nous fait le privilège de démarrer cette nouvelle saison et cette nouvelle année 2026. Donc déjà Mathias, bienvenue. Merci beaucoup, à toi aussi et à tous nos auditeurs. Nos meilleurs vœux pour 2026, on peut espérer que ce soit un petit peu meilleur que 2025 pour la France, mais c'est pas très bien parti malheureusement. En revanche, pour les marchés financiers, 2026 a l'air de s'annoncer plutôt bien. Bon, écoute, on croise les doigts. On aura sûrement l'occasion d'en discuter sur les plateaux de BFM toute cette année, mais c'est vrai que des bonnes nouvelles, notamment sur la fiscalité française, ça ferait pas de mal. Ouais. Mais je ne sais pas si on a le droit de l'espérer. En tous les cas, aujourd'hui, Mathias, je voulais t'inviter, au-delà de tous tes points de vue que tu peux partager sur les marchés, aussi pour faire un point sur ta carrière, sur Trade Republic, parce que c'est aussi un moment pivot. Tu viens d'annoncer sur les différents réseaux que ton rôle évoluait chez Trade Republic. Ouais, tout Je rappelle que tu as dirigé la France, puis les marchés européens chez Trade Republic. Et très récemment, tu as annoncé que tu devenais senior advisor et que tu allais plus te concentrer justement sur des moments comme celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur le contenu, sur le développement de la pédagogie financière auprès des particuliers. Est-ce que tu peux nous en dire déjà un peu plus sur ce changement et cette évolution ? Bon, d'abord, il faut dire que Trade Republic est une entreprise vraiment particulière. C'est assez rare ce qui s'est passé chez Trade Republic en termes de croissance, d'expansion européenne, voilà, une base d'actifs de 150 milliards d'euros qui se construit en gros sur ces 3 dernières années, quoi, principalement. Et donc, C'est quoi les marqueurs, juste le départ et peut-être les 2-3 marqueurs ? En 2016, ils commencent à construire dans littéralement un backyard à Berlin. Mm-hmm. Ils font tout eux-mêmes, à quelques-uns. Il y a une histoire de roman, franchement, pendant 3 ans. La boîte est vendue, il n'y a plus d'investisseurs, ils la rachètent, ils trouvent... Enfin bref. Et début 2019, le premier client en Allemagne. Début 2021, le premier client en France. En 2022, on lance 15 autres pays en Europe, toute la zone euro. En 2022, toujours, on lève quasiment 1 milliard, je simplifie, mais quasiment 1 milliard auprès de VC. 2023, on rajoute 250 millions en extension de la série C. Et depuis l'été 2023, on s'est développé extrêmement rapidement. C'est-à-dire, ça a été vraiment une explosion de croissance. Et là, en décembre 2025, donc, on a fait un deal secondaire. Donc, on n'a pas besoin de lever des fonds puisque Trade Republic est une entreprise qui est profitable depuis 3 ans. Et là, on vient de faire un deal secondaire pour sortir du capital les fonds qui étaient rentrés il y a bientôt 10 ans, du coup, et qui avaient besoin de rendre de la liquidité à leurs fonds, et d'autres investisseurs qui souhaitaient rentrer au capital de Trade Republic. Donc quelques Français, je crois. Entre autres, donc Aglaé, en gros, le fonds d'investissement dans la tech de la famille Arnaud, qui est backé par Agache, donc. Mm-hmm. La famille Agnelli en Italie, et puis Sequoia Capital et Founders Fund, qui ont souhaité réinvestir encore sur une nouvelle valorisation donc en décembre de 12,5 milliards, ce qui fait de nous la start-up allemande la mieux valorisée et donc, je crois la 2e ou 3e. Avec mes petits mots, si je résume, 2019, 0, 2025, 150 milliards. D'encours et 12,5 milliards de valo. Donc c'est ce qui est vraiment rare. En fait, il y a 2 choses à propos de Trade Republic qui sont vraiment rares, mais j'arrive à moi mon move là de début janvier. C'est que d'abord, on a 3 ans là derrière nous de croissance, d'hyper-croissance même, profitable. Ça, c'est affreusement difficile à accomplir. Ça n'a pas été facile du tout, si tu veux, en interne. Et ça, c'est la première chose. On a 3 ans d'hyper-croissance profitable. Donc, c'est... Raconte un peu ce que tu veux dire par ça n'a pas été... Je vais y venir, mais c'est extrêmement intense, si tu veux. C'est un niveau d'intensité que j'avais jamais imaginé de ma vie, quoi. Vivre. Et c'est tous les jours, tout le temps. 3 ans de suite, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais, si tu veux. Ça se calme peut-être
quelques jours début août, et ça se calme parfois, pas tous les ans, sur 3-4 jours autour de Noël, quoi. Sinon, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la crise permanente. Et tous les matins, tu sais pas ce qui va t'arriver dans la gueule, quoi. Et quand tu gères 150 milliards, bah c'est plus des petits sujets, quoi. Donc c'est un niveau d'intensité qui est extrême pour atteindre. Déjà, l'hypercroissance, c'est difficile, mais profitable, c'est encore plus difficile. Donc ça a été vraiment très dur. Et donc ça, c'est la première chose qui est très particulière à Trade Republic et qui est principalement liée à la méthode de travail, à l'état d'esprit, si tu veux, à la culture d'entreprise. La deuxième chose qui est vraiment unique avec Trade Republic et qui explique que des investisseurs de ce type-là réinvestissent à 12,5 milliards de valo, c'est qu'on a face à nous un marché qui est l'un des plus grands marchés du monde, tout secteur d'activité confondu, si tu veux. Le marché de l'épargne en Europe, le marché de la retraite en Europe. C'est un marché qui est en explosion, on a en tête tous les deux les statistiques, et c'est un marché qui ne fait que s'ouvrir là, maintenant. Donc on parle de... Qui est en pleine mutation aussi, on parle de la grande on parle de milliers de milliards d'euros qui vont être investis et changer de main, et surtout être investis dans les années qui viennent, en fait. Le pari stratégique de Trade Republic fondamental, qui a fait que moi, quand je les ai rencontrés, les mecs, début 2021, j'ai tout plaqué littéralement, alors que j'avais plusieurs activités, j'ai tout arrêté, j'ai coupé mon salaire en deux, et je me suis mis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans mon salon à l'époque, pour démarrer avec eux. C'est le fait qu'il y a un effondrement des retraites en Europe, les politiques ne s'en occupent pas dans la plupart des pays européens, et la seule solution possible, c'est d'investir. C'est la capitalisation, si tu veux. Qu'elle soit individuelle, collective, tu vois, mais c'est de capitaliser. Il n'y en a pas d'autre. Face au vieillissement de la population, face au changement démographique, c'est évident. Je veux dire, il n'y a que les politiques et quelques journalistes qui pensent encore qu'on va pouvoir réformer le système, si tu veux. Et donc, ce pari-là, personne n'y croyait il y a 5 ans, il y a 10 ans encore moins. Et là, les gens commencent à y croire maintenant. Que effectivement, la population européenne va se mettre à investir. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, je pense que les gens pensent que c'est le problème de l'État et pas leur problème, ou en tout cas pensaient jusqu'à présent. C'est ça qui est en train de changer. C'est ça qui est en train de changer. C'est une responsabilisation individuelle, alors d'un point de vue plus technique, c'est vis-à-vis de la protection sociale. C'est-à-dire, la protection sociale en Europe est en train de changer de nature. Et elle est en train de s'hybrider d'un système intégralement collectif à un système et collectif et individuel. Et qu'est-ce qui fait, excuse-moi, mais je me permets la question, je connais un petit peu le secteur de l'épargne pour avoir une activité dedans. Souvent, on dit que c'est un secteur où il n'y a pas de croissance explosive. C'est un secteur très rentable, avec un gros marché, mais avec, en moyenne, y compris pour les boîtes qu'on peut qualifier de succès, notamment quelques-unes en France, mais qui sont malheureusement des succès épouvantails. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun VC qui veut cette même trajectoire de croissance, par exemple. Donc celles qui ont réussi à survivre jusqu'à présent ne sont pas des modèles VC. Et d'ailleurs, on regarde, elles ne sont jamais au-delà de la série B. Et quand il y a série B, c'est quand même plutôt du corporate VC que du vrai VC comme Sequoia ou autre. Qu'est-ce qui fait que Trade Republic a réussi à tordre le cou à cette idée? Parce qu'effectivement, le marché, on le voit, et vous n'êtes pas les seuls à avoir vu ce marché. Mais en revanche, vous êtes les seuls, à ma connaissance, sur la partie épargne, en tout cas c'est clair, à avoir eu cette croissance explosive. C'est quoi l'explication? Parce que le constat, je pense que vous n'êtes pas les seuls à l'avoir fait. C'est la réponse que vous avez apportée peut-être qui était différente. Ouais, il y a pour moi 2 explications et qui tiennent à ce que toute start-up essaye de construire, c'est-à-dire un product, market, faire rencontrer un marché et un produit. Ça, c'est ce qu'a fait Trade Republic avec 2 principes très forts au début, une simplicité extrême que personne n'envisageait comme étant attractive. Et le fait de cibler, sans vraiment le faire exprès, mais ça s'est fait comme ça, les jeunes. Si tu veux, moi, j'ai passé 20 ans de carrière avant Trade Republic, pas 15 ans de carrière avant Trade Republic, à chasser les mêmes clients qui étaient déjà équipés par d'autres solutions. En gros, je simplifie, 15% de la population qui a plutôt des moyens, plutôt avancé dans la vie, et des problématiques plutôt de nature patrimoniale. À aucun moment dans ma carrière, jusqu'à ce que je rencontre les fondateurs de Trade Republic, quelqu'un me dit « c'est intéressant pour une entreprise de faire investir quelqu'un 50 € par mois dans un ETF, sur un compte titre. » Tu comprends? Ouais, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît évident. Il y a 10 ans, quand ils l'ont imaginé, personne ne pensait que c'était une bonne idée. Et il y a 5 ans, quand moi je l'ai rejoint, c'est un pari que je fais à l'époque. Là, aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Donc, la rapidité s'explique par 2 phénomènes. La simplicité extrême du DCA en ETF, pour simplifier.
Ce postulat, je me permets d'essayer d'expliquer, ça veut dire qu'en fait, les gens avaient envie d'investir, mais ne savaient pas le faire finalement. Je peux même te le prouver. Il y a 80% des Français qui veulent mettre en place quelque chose pour leur retraite eux-mêmes, et il y en a 40% qui ont commencé à le faire. Bon. Donc en fait, Il reste de la place. Le problème, je le résumais moi à l'époque, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit ça, tiens. Je le résumais à l'époque en 2021 sur les gens, ils veulent investir. Mais je ne sais pas quelle action acheter et je ne sais pas quand l'acheter. Et nous, on a supprimé ces deux questions. Tu ne sais pas quelle action acheter, achète-les toutes. Tu ne sais pas quand les acheter, tout le temps. Terminé. On avait résolu, avec les plans d'épargne en ETF sur un bête compte titre, on a résolu cette problématique fondamentale de l'investissement des particuliers qui est je ne sais pas quelle action acheter et je ne sais pas quand l'acheter. Et en fait, en s'adressant à un public jeune et avec un produit extrêmement simple et accessible et très accessible du coup, on a réussi à faire passer à l'action des millions de gens qui avaient envie de le faire, mais qui soit n'osaient pas, soit ne savaient pas, soit un peu des deux, en gros. Et donc, si tu veux, pour reboucler avec moi le fait que je devienne senior advisor depuis une semaine, eh bien, en fait, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur qui est le plus clair, je crois, c'est que les skills nécessaires, les compétences nécessaires pour lancer un business from scratch en France, faire ce qu'on appelle dans les startups le 0 à 1. Ensuite, les compétences nécessaires pour faire le 1 à 10, ce qu'on vient de faire dans toute l'Europe. Et ensuite, les compétences pour faire le fameux 10 à N, c'est pas les mêmes compétences. Et la durée de vie moyenne d'un cadre dirigeant dans une scale-up dans le monde à l'heure actuelle, c'est 18 mois. Et moi, ça fait 5 ans. Donc c'est préhistorique presque. En fait, c'est marrant. Dans ma carrière, moi, jusqu'à Trade Republic, j'étais le plus jeune partout. Et le jour où je suis arrivé chez Trade Republic, du jour au lendemain, j'étais le plus vieux tout le temps. Mon boss, il a 30 ans, si tu veux. Donc c'est une vraie rupture aussi, quoi. Donc tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que là, quand tu arrives à la taille à laquelle on est aujourd'hui, les compétences qui sont davantage importantes dans le management, c'est de la structuration beaucoup, c'est du processus, c'est, tu vois, il y a un petit peu moins de créativité, un petit peu plus d'expertise de structuration. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai pas structuré des choses. Ça fait bientôt 10 ans que j'ai arrêté de structurer des choses pour créer des choses et développer des choses. Et donc, il y avait déjà ce premier facteur-là de est-ce que j'ai envie aussi de développer ces compétences-là dans les années qui viennent ou non. Et puis, il y a un autre phénomène qui est évident, qui est que j'ai rencontré, entre guillemets, ces 2 dernières années, les gens, et que ça paraît peut-être un peu tarte à la crème, et sans doute les gens qui ne me connaissent pas, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est quelque chose qui m'épanouit énormément, moi. Et donc, parce que tu as incarné aussi beaucoup cette marque. Eh bien... Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ouais, j'ai fait 100 millions de vues. J'ai fait 100 millions de vues. Ça, tu t'es exposé, énormément. Tu as été partagé ce message-là auquel tu crois. Ouais. Et en fait, parce que au point de te faire écrire un livre, quand même. Ça tient à ma vie familiale aussi, personnelle, mon histoire, tu vois, avec l'argent. Et donc, il y a aujourd'hui, après avoir fait ce que j'ai fait chez Trade Republic, j'ai la chance d'avoir évidemment comment on appelle ça, des stock options. Ouais. Donc, j'ai une certaine assise patrimoniale, je dirais, aujourd'hui, qui me permet de me demander aussi qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai 40 ans. Et donc, quand j'ai vu et lu les réactions des gens depuis 2 ans à des contenus d'éducation financière, que ce soit à la télé, ici sur des podcasts, sur mes propres réseaux sociaux, en écrivant un livre avec Michel Lafon, j'ai vu les réactions et j'ai reçu à peu près 150 000 DM en 18 mois, quoi. Et donc ça c'est perturbant quand même humainement, tu vois, d'avoir ce retour-là. Et donc, j'ai discuté pas mal. Et puis, il y a un aspect plus personnel aussi, dont je ne parle pas publiquement, mais il y a eu, disons, une année affreusement difficile pour la famille Bacchino sur le plan de la santé. Ça aussi, ça secoue. Et j'ai 2 enfants qui ont 8 ans et 11 ans, tu vois, donc c'est très demandeur aussi. Et donc, j'ai fait le choix, en alignement total avec Trade Republic, ses fondateurs comme mon manager, Julian Collin, qui est hors norme, lui. Un jour, il sera, je crois, un grand CEO en Europe. Et on s'est trouvé sur le fait que je n'avais pas envie d'arrêter l'aventure Trade Republic. Eux non plus n'avaient pas envie que j'arrête. Et que le bon mode pour les années qui viennent, c'était ce rôle de senior advisor. Parce qu'il va me permettre à la fois de contribuer au projet Trade Republic sur ce sur quoi je suis le plus à l'aise, c'est-à-dire la communication, la représentation, les affaires publiques,
Ça, j'en parle très peu sur les réseaux, mais je suis très actif dans le domaine des affaires publiques, des relations institutionnelles. Ouais. Et la création de contenu aussi pour Trade Republic. Je suis très présent sur les réseaux sociaux de Trade Republic aussi. Et le coaching de mon équipe à moi, en fait, que je dirigeais jusqu'à lundi, jusqu'à la semaine dernière, à savoir l'équipe des country managers, donc des directeurs pays. Et donc, je supervisais, moi, 8 directeurs pays jusqu'au 31 décembre. Et là, depuis début janvier, je suis officiellement leur coach. Donc, je vais pouvoir accompagner aussi le directeur en Espagne, en Italie, etc. Pour les aider à incarner aussi et porter ce message. Ouais. Exactement. Et si je simplifie à l'extrême, si tu veux, je me concentre maintenant sur le why, le pourquoi. C'est important d'utiliser Trade Republic. Ok. Et je vais aider les country managers dans tous les autres pays à le faire aussi. Est-ce que tu vas avoir des missions en dehors de Trade Republic, du coup ? Alors, je pense que si tu veux, aujourd'hui, mon alignement avec Trade Republic est très fort, total. Il faut d'ailleurs dire, en tant qu'entrepreneur, je veux dire que avoir une marque qui est autant associée à un humain, c'est dangereux pour la marque. Tout simplement, s'il m'arrive un truc, si je fais une connerie, si tu vois. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'il faut diversifier en investissement. Et donc il y a ce travail-là à faire, évidemment. Et à côté, bien moi, ce que j'ai envie de faire, c'est, je dirais, 2 choses. La première, c'est de l'éducation financière. Alors vraiment, quoi. Et là, je vais réserver des beaux projets. J'ai des bouquins, des cahiers d'activité. Je crois que beaucoup de gens savent aujourd'hui que j'ai un gros projet associatif en préparation aussi. Donc il y a toute cette dimension-là. Je pars en tournée aussi en fin d'année avec Légende, avec la chaîne YouTube Légende. On va faire 15 zéniths, donc ça c'est incroyable. Aussi un projet. Donc un nouveau livre en préparation avec Michel Lafon pour septembre. Et je vais continuer d'essayer de convaincre les grandes chaînes de télé, les grandes radios. Voilà, j'ai une chronique hebdomadaire sur RTL, sur BFM Business avec toi, le lundi matin, sur Sud Radio aussi, le mardi soir. Et donc, je vais continuer à pousser ces messages-là, je dirais, dans les grands médias. En fait, tu te rapproches de la mission. On peut dire que je me recentre un peu sur la mission par rapport à l'opérationnel du développement de l'entreprise, si tu veux. Okay. Et donc, il y a toute cette dimension-là. Et il y a un autre truc que je vais sans doute faire aussi pour financer mon équipe qui s'occupe de mes réseaux sociaux, et que j'embrasse d'ailleurs. Donc ça, c'est mon équipe à moi perso, si tu veux, en dehors de Trade Republic. Et pour les faire vivre, j'ai besoin évidemment de quelques collaborations. Donc je vais essayer de défendre des marques françaises et des entreprises françaises ou des entreprises utiles à la France autant que possible sur les réseaux sociaux, en dehors du secteur financier. Ok. Là, par exemple, il y a une boîte avec franchement, c'est 2 héros, les mecs qui ont fondé ça, vraiment quoi, qui sont en train de faire le dossier médical unique. Le dossier patient dans les hôpitaux, que l'État n'arrive pas à faire depuis 10 ans. Bon, ces gars-là, je vais leur donner de la visibilité. Parce que c'est incroyable ce qu'ils font. On voit quand même une petite vision politique derrière tout ça. L'éducation financière, c'est politique par essence. Oui. L'entrepreneuriat, c'est pas politique. Dit comme ça. L'entrepreneuriat, c'est politique aussi, sûr, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, c'est être citoyen. Donc, est-ce que j'ai envie, moi, de faire de la politique politicienne avec les partis et tout actuellement La réponse est non. Pas du tout. Pas du tout. J'aurais trop peur de devenir comme eux, franchement. Ils sont, c'est l'état actuel de la classe politique française est vraiment c'est catastrophique. Le problème, c'est que c'est toujours eux qui votent les lois. Oui, mais donc si on leur laisse la main, à un moment donné, on peut pas s'attendre à des résultats différents. Oui, mais ces gens-là sont quand même élus par des gens. Ouais. Et ces gens-là sont ensuite sous pression, entre guillemets, de leur électorat et des gens. Et donc, si on augmente le niveau d'éducation des gens et si on augmente dans les médias mainstream la présence des idées efficaces pour l'économie, on va petit à petit, ça prend du temps, retourner le truc. Sans avoir besoin, nous-mêmes, d'aller dans le cambouis et de se laisser embarquer dans leur tripaterie politicienne, si tu veux. Quoi. C'est une perte de temps, en vrai. Oui, en l'état, oui. En l'état actuel, j'entends. Oui. L'état actuel de la politique française est quand même, de manière assez évidente, terrifiant, quoi. Bon, le problème, c'est que moi, je pourrais te poser des questions sur toi pendant tout le podcast, donc il faut que je me discipline aussi, parce que je pense qu'on a quand même envie de savoir ce que tu as appris en termes d'investissement chez Trade. Donc, on a bien compris ton message sur les ETF. Pour le coup, à notre petite échelle aussi, on le pousse également bien sûr, sur les plus petits clients, avec des mandats à 100% ETF. Donc, on y souscrit, et évidemment, c'est, je pense, la meilleure formule pour démarrer dans l'investissement.
Moi, ce qui m'intéresse, et il y a un chiffre qui est sorti récemment d'ailleurs, qui souligne le succès de ce que vous avez entrepris et ce que tu as entrepris toi aussi personnellement sur les réseaux, c'est les jeunes Français sont la population qui a le plus cru parmi les investisseurs en ETF en Europe, plus 117% l'année dernière. Et c'est que le début. Et c'est que le début, mais en tout cas, on est souvent dans le French bashing. Là, en l'occurrence, on voit qu'effectivement, le message est passé. Et non seulement il est passé, il est mieux passé qu'ailleurs. Donc ça, c'est quand même un crédit qu'on peut largement t'accorder. Mais du coup, tu as cette masse, tu as parlé des 150 milliards, je viens de parler des 117%, tu as cette masse en croissance, mais tu as une vue assez unique sur le comportement de ces jeunes investisseurs. Parce que le postulat, quand même, c'est de dire on arrête de se demander quand est-ce qu'on investit et on arrête de se demander dans quoi on investit. T'es d'accord? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, si je résume bien. Ou dans on quelle arrête de action? se demander quand on investit, oui. Oui. Dans quoi on investit, non. Mais on arrête de se poser la question de quelle action je dois choisir. On est moins, en tout cas, on est moins dans le stock picking. Et ce que je défends est avant tout pour commencer à investir. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que moi, mon objectif n'est pas de dire pour tout le monde, la seule méthode pour investir qui fonctionnera toujours, c'est ça. C'est pas ça que je dis. Ça, tu fais bien de le dire parce que moi, j'ai constaté que malheureusement, parfois le message était trop bien passé, y compris chez une population très aisée qui se retrouve avec 500 000 euros de S&P 500 et des revenus à 50 000 et non, donc une incapacité à lisser son point d'entrée. Ben oui, c'est pas une bonne idée. Mais parce qu'ils étaient devenus dogmatiques de ces questions-là, donc c'est moi, sympa que tu le rappelles. Moi, ce que je dis, c'est le problème qu'on a gravement actuellement, c'est que les gens ne commencent pas à investir. C'est ça le plus grave pour le peuple européen, c'est pour l'Europe, quoi. Ouais. Et donc, l'enjeu, c'est comment on fait pour les faire commencer à investir. Il y a 70% des clients de Trade Republic, il y en a plus de 10 millions en Europe, il y en a largement plus d'1 million en France. Ce sont des gens qui n'avaient jamais investi avant. Oui, toi, ta remarque, c'est en gros, arrête de regarder les chaussures de running les meilleures du marché, prends tes baskets et va courir. Exactement. Et d'ailleurs, je dis souvent, et pour t'y mettre, le mieux, c'est de le faire avec un pote ou avec ta femme ou avec une copine ou avec ton enfant si c'est un grand ado, tu vois quoi. Parce que comme ça, tu vas pas procrastiner, si tu veux, le truc, quoi. Je suis d'accord. De la même manière que pour aller courir, si t'as un copain ou une copine qui t'attend en bas de l'immeuble... T'as rendez-vous. Bah voilà. T'as rendez-vous. Et donc mon enjeu à moi, c'est de dire, il faut commencer à investir. Et pour commencer à investir, les plans d'épargne en ETF, c'est-à-dire l'automatisation d'investissement de petites sommes mensuelles en ETF, c'est très rassurant. Et c'est très peu risqué. Parce qu'on parle de 50 € par mois. Donc, avant que tu aies mis une somme importante et que ça devienne un risque important pour toi, il se passe du temps. Donc, tu as le temps aussi de faire ton éducation émotionnelle. Oui, et c'est statistiquement peu risqué, par ailleurs. Sur 10 ans, je crois que tu as 0% de chance de perdre de l'argent sur un indice. Plus de 15 ans. C'est 15 ans, ouais. Okay. Et 18 ans pour mais du coup, l'indice. ma question, c'est toi qui as cette vue assez unique du coup sur le stock. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire rentrer ces gens dans l'investissement. Voilà. C'est cette première étape. Et encore une fois, bravo, vous l'avez fait avec succès. Mais la deuxième étape, c'est, tu l'as dit, maintenant, vous devez gérer un stock de 150 milliards d'euros. Comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que les vieux travers de l'investissement ne reviennent pas? Non, pas du tout. Les biais ne sont pas là. C'est-à-dire, typiquement, en avril dernier, on a largement commenté ensemble, il y a eu un vrai choc sur les marchés avec le Liberation Day de Donald Trump. On parlait de crack. On a eu des moins 20% sur certains indices. Comment se sont comportés les investisseurs de Trade Republic en Europe et en France? Je vais te donner un exemple très parlant. Le 5 août 2024, il y a un flash crash sur les marchés. Je ne sais pas si tu te rappelles, à cause du carry trade yen. Ouais. Et on ouvre un truc, je ne veux pas dire de bêtises, mais sans doute, on ouvre un truc à moins 5, tu vois. Ouais. Le 5 août 2024, c'est la journée où il y a eu le plus d'ouverture de comptes de tout le second semestre 2024 chez Trade Republic. Donc, le rapport à l'investissement pour les jeunes a changé. Et les travers que toi et moi, on connaît depuis 15 ans dans la population des investisseurs, ils y sont pas. Donc, et c'est fou parce qu'on il y a de nouveaux travers, voilà. Qui est, à mon sens, le principal actuellement, c'est-à-dire le manque de diversification réelle. Parce qu'en fait, le MSCI, si tu as le MSCI World, le S&P 500, et qu'en parallèle, tu fais un DCA sur Apple, Tesla et Nvidia... Oui, tu as 4 fois les mêmes valeurs. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est le gros sujet du moment. Et nous, ce qu'on observe, c'est des comportements de la part de nos clients qui sont étonnamment vertueux, vraiment, quoi. Donc, tu as évidemment une prégnance énorme du MSCI World, et il faut
réussir à diversifier ça, c'est très important. Tu as une prégnance très forte des ETF or. Tu as une présence très forte aussi du DCA en Bitcoin. Pas les autres, mais en Bitcoin. Ok. Il y a le Bitcoin et le reste. Et Quoi. sur cette classe d'actifs, justement, on pourrait imaginer que, il y a beaucoup de jeunes. Et là, on voit pour le coup des comportements beaucoup plus spéculatifs sur cette classe d'actifs. Pas chez nous. Donc vous avez les bitcoins disciplinés, quoi. En fait, nous, on n'a pas tellement les traders de crypto, si tu veux. On n'a pas du tout ça. En plus, on n'a que 50 cryptos, que les plus grosses. Et c'est avant tout fait pour faire du DCA, si tu veux, notre setup. Et donc, toujours pour simplifier la vie, finalement. On a un endroit, quoi. On n'a pas tellement en fait, ces comportements-là, on les retrouve pas vraiment, quoi. Et moi, je les retrouvais pendant 15 ans dans ma carrière avant, hein. Partout. Hein. Et tu vois une certaine homogénéité de ça dans tous les pays ? Incroyable. C'est vraiment incroyable. Il se passe quasiment la même chose en Espagne, en Italie, en Belgique, au Portugal, en Autriche, en Pologne. Ah, c'est dingue, ça. C'est très, très, très impressionnant. Et il y a une forme d'harmonisation culturelle européenne du rapport à l'investissement et qui se heurte massivement sur l'absence d'harmonisation fiscale. Si le PEA était un produit pan-européen, on en aurait ouvert des dizaines de millions déjà. C'est le gros truc qui manque aujourd'hui pour l'Europe, une harmonisation européenne de la fiscalité du capital et la création, enfin, qui est réclamée par Draghi, qui est réclamée par la Commission européenne, par la Terre entière, mais qui n'est pas du tout en mouvement pour l'instant, d'un produit d'investissement européen. En gros, un PEA européen ou un ISK, comme en Suède, si tu veux, mais il faudrait quelque chose de cette nature-là, quoi. Ouais. Et c'est ce qui manque aujourd'hui pour qu'on puisse accélérer, nous, beaucoup plus fort. Pour surmonter, nous, la fragmentation fiscale et opérationnelle en Europe, on a été obligé de recréer un custodian nous-mêmes, pan-européen, pour gérer toute la partie transfrontalière, si tu veux. Tu peux expliquer un custodian ? Donc c'est la banque dépositaire. Ouais. C'est la banque qui conserve les titres derrière, par exemple en France, BNP Paribas Securities Services, SG, Société Générale Securities Services, il y en a plein, enfin voilà, CA Titres, il y en a plein des grands dépositaires en France. Et nous, on a travaillé pendant longtemps avec HSBC Securities Services en Allemagne, mais il y avait trop de faiblesses chez eux sur le cross-border, sur le transfrontalier en Europe. Et nous, on est un des très rares acteurs à être sur toute l'Europe. Donc techniquement, on est prêt, il manque plus que la fiscalité, quoi. Il manque la fiscalité et quand même les tuyaux de transfert de securities en Europe aussi, c'est extrêmement difficile de transférer un compte titre, de transférer un PEA, je t'en parle pas, de transférer une assurance vie, c'est même pas possible. Ça, c'est un autre combat. Ouais. Voilà, donc de manière générale, il y a un problème de fiscalité harmonisée et de fluidité. Et moi, dans mon nouveau rôle, je vais aussi davantage avoir de temps pour aller convaincre à Bruxelles, pour créer des coalitions d'acteurs pour défendre ces idées-là aussi, parce qu'aujourd'hui, au niveau du lobbying européen, on est quand même très tourné sur les grandes institutions, quoi. Donc il y a un gros travail à faire aussi auprès des institutions. Et quand j'en parle à mes amis, je dis souvent que je traite la verticalité de la société et l'horizontalité aussi. L'horizontalité par les réseaux sociaux et la verticalité par un travail qu'on appelle le lobbying, en fait. Les affaires publiques. Ok, passionnant. Ce que j'ai vu aussi récemment, j'ai eu l'occasion d'assister à ce lancement, c'est qu'il y a quand même des développements chez Trade Republic pour apporter d'autres réponses, d'autres solutions d'investissement. Bien sûr, donc, diversifier. Il y a eu d'autres enveloppes fiscales. Le PEA, tu l'as mentionné, c'est pas si vieux chez vous. Un an. Un an. Plus d'un an, là. Un an tout juste. Bon, joyeux anniversaire. Il y a eu aussi la crypto. Et puis plus récemment, pour le coup, il y a eu le private equity. Oui. Et aussi les ETF obligataires à terme. Les obligations à terme, du coup, au travers des ETF. Le private equity, je prends cet exemple parce que c'est un exemple, pour le coup, que nous, on a porté aussi depuis 2021, qu'on connaît bien et on a participé à cette démocratisation, mais qui reste epsilonesque, hein, pour le coup, dans la poche des épargnants français. En tout cas, je n'ai pas la vue européenne que tu as. On y croit beaucoup. Je dirais que malheureusement, entre guillemets, le combat de démocratisation, nous, c'est plutôt traduit par une conquête d'une clientèle premium. Donc, c'est pas un malheur financier, mais en tout cas, on voit que finalement, c'est plutôt cette population qui était sensible à ces questions. Comment est-ce que vous voyez ce démarrage ? Comment ça se passe ? Et si tu veux redire peut-être quelques mots, je crois que c'était vous l'avez lancé avec quand même un top gérant mondial qui s'appelle Apollo. On en a lancé 2, ouais. Qui sont des fonds, donc c'est permis par la réforme LTIF au niveau européen, donc des fameux fonds LTIF.
Et on a la chance, nous, si tu veux, d'avoir aussi une taille critique considérable pour assurer une forme de liquidité. En fait, on crée un marché mensuel en fait sur ces 2 fonds. On a choisi de travailler avec EQT et Apollo. La particularité, je dirais, c'est qu'effectivement, c'est accessible avec quelques euros, que c'est accessible en plan d'épargne mensuel et qu'il y a une fenêtre de liquidité mensuelle. Évidemment, c'est du private equity, c'est pas des ETF, donc il y a des frais plus élevés. On est autour de 2,5, je crois, de frais sur ce type de fonds. Ouais. S'il y a une structure des fonds qui est un peu différente de ce que les gens ont l'habitude de connaître, avec juste des frais de gestion, puisqu'il y a des frais de performance, etc. Donc il a fallu expliquer. Et nous, ça a été un démarrage très, très puissant. Ah oui. Ouais, très important. Et en fait, on a observé un phénomène très simple. Celles et ceux qui avaient déjà un plan d'investissement mensuel bien diversifié, bien complet, avec 1 ou 2 ou 3 ETF, un peu d'or, un peu de Bitcoin, etc. Ceux-là ont rajouté 50 € par mois de private equity. Donc c'est un upsell. C'est une diversification. Je crois que le slogan, c'était From Chart to Pie, donc du diagramme au Oui, parce qu'on faisait 3 lancements. Ouais. On rajoutait des assets classes, en fait. Ouais. Et donc, on était très bourse avant uniquement. Ouais. Et là, comme on a rajouté les obligues, le private equity et un wallet crypto, eh bien, le slogan, c'était effectivement From Chart to Pie. Voilà, parce que pas mal. c'est vrai qu'on est passé, en fait, d'un statut de broker à un statut de banque, d'épargne et d'investissement. Voilà. L'allocation financière clé en main, quoi. Surtout pour tout le monde. Pour tout le monde, ouais. Et donc, on n'est pas forcément, nous, adaptés pour l'instant, en tout cas, pour des clients premium, si tu veux, du tout. Le service client qui n'est pas à la hauteur de ce que les clients premium attendent. Les enveloppes fiscales, il nous en manque plusieurs. On n'a pas d'assurance vie, on n'a pas de PER. On dit beaucoup de mal quand même de l'assurance vie. Hein. Je t'écoute. J'ai dit beaucoup de mal de l'assurance vie telle qu'elle est pratiquée par certains. Ouais. Et, elle a quelques vertus quand même, si tu me permets. Elle a évidemment des vertus, mais moi, mon rôle à moi... c'est d'éviter les pièges des gens qui démarrent. En fait, c'est aussi un combat culturel. C'est-à-dire quand la terre entière en France, que tous les Françaises et les Français quasiment sont persuadés que le seul véhicule pour investir possible, c'est l'assurance vie, bien moi, mon rôle dans cet écosystème, dans ce moment-là, c'est de dire, non, il n'y a pas que l'assurance vie, et d'ailleurs, l'assurance vie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, et on frise l'arnaque, quoi. On frise l'arnaque. Évidemment que toi, tu es capable de proposer des super contrats d'assurance vie à tes clients premium, et qu'il y a des super contrats d'assurance vie, j'en ai un moi, entre autres pour transmettre un jour. Mais est-ce que c'est normal que dans toutes les banques retail, quand un enfant naît dans la classe moyenne, le format qu'on lui ouvre, c'est une assurance vie? Je suis pas sûr. Et en fait, je suis même sûr que non. Parce qu'il y a beaucoup trop de frais, que ça empêche de capitaliser, et qu'il n'y a pas d'intérêt fiscal pour un enfant d'avoir une assurance vie. Donc, c'est en étant un peu choc parfois que je peux aussi rééquilibrer un peu le débat, en fait. Oui, bien sûr. Et donc, pour rééquilibrer tout un truc comme ça, moi, je suis obligé de tirer très, très fort dessus. Et donc, par moment, on peut avoir, si on extrait comme ça un mot de mon discours, on peut avoir un sentiment d'exagération, enfin, tu vois, de populisme ou je sais pas quoi. Dire aux gens que payer 3% de frais de gestion annuels sur un fonds mutuel dégueulasse qui performe pas dans une assurance vie où tu as des frais d'entrée, des frais de sortie, des machins, ce qui est le cas encore de plein de gens. À Noël, là, je me promenais dans la rue, je voyais, dans mon quartier, je voyais la pub d'une banque Conterra avec un logo rouge et noir. Mais il y avait marqué, je crois, jusqu'au 24/12, on vous enlève les frais de versement. Et c'est vrai que quand tu vois le nombre d'acteurs, dont nous, j'en profite pour faire ma publicité, mais qui sont quand même plutôt sur une clientèle premium, qui ont complètement supprimé, c'est une donnée publique que tu payes plus de frais de versement sur un contrat d'assurance vie ou un PER. Bah oui. Et en fait, non. Je pense que c'est plutôt l'exception que la règle, alors que c'est... tu vois, c'est comme si tu payes tes Nike 3 fois le prix, ça n'a pas de sens. Exactement. C'est comme les communes qui commandent des lampes et qui les payent 4 fois plus cher que si elles les avaient achetées au magasin. Voilà, donc c'est ce qu'on est. Mais après, c'est des réseaux qu'il faut recréer. Moi, je pense que l'assurance vie, effectivement, a ses vertus, mais à la condition qu'elle soit bien pratiquée. Bien sûr, le PER aussi. Le PER aussi, bien pas sûr. Pour tout le monde. Pas pour tout le voilà, monde. donc et en fait, in fine, ce qui compte, c'est la concurrence. C'est-à-dire, nous, ce qu'on apporte avec Trade Republic au système dans son ensemble, c'est un peu de pression concurrentielle qu'il n'y avait pas vraiment. Voilà. Et il en faut à tous les niveaux, je pense, effectivement. Bien sûr. Et vous apportez de la concurrence sur la partie premium, nous sur le grand public, Revolut sur la banque du quotidien, c'est évident.
Voilà, c'est la concurrence qui fait progresser le service, je veux dire. C'est aussi simple que ça, quoi. Et comme c'est une industrie qui est double protégée et par la réglementation et par les pouvoirs publics dans beaucoup de pays, eh bien c'est une industrie qui est sclérosée. Donc on est en train, des gens comme toi, des gens comme moi, sur différents segments, on est en train de la secouer un peu. Ouais, c'est une drôle de situation. Ok, donc bien compris en tout cas l'évolution des classes d'actifs, du comportement des investisseurs. Toi, si tu pouvais décider à la place de tes clients ou leur conseiller finalement quelque chose que tu vois qui manque, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ajouterais? Qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Qu'est-ce que tu leur imposerais de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à passer? Est-ce qu'il y a un truc Alors qu'on oui, rate? il y a un truc qui passe pas. Et ça fait 20 ans que j'arrive pas. 15 ans, 20 ans, c'est les obligations. Il n'y a rien à faire. Ils en veulent pas. Il n'y a rien à faire. Ça n'intéresse personne. Ouais. C'est un super produit. C'est très utile dans certains cas. Pour le moyen terme, c'est quand même vraiment bien. Depuis 2022, c'était loin d'être une mauvaise idée. En plus, et il n'y a rien à faire. C'est dingue, parce que du coup, c'est l'anti-institutionnel. C'est-à-dire que Alors chez les instituts, c'est la classe d'actifs, et chez les particuliers, ça n'existe pas. Exactement. Ouais. En fait, c'est parce que chez les particuliers français, ça a été complètement cannibalisé, pour le coup, par le livret A et le fonds en euros, qui sont des produits exceptionnels français, je veux dire. Le livret A et le fonds en euros, ça n'existe nulle part ailleurs, à ma connaissance. Ouais. Et donc, l'intérêt pour la classe d'actifs obligataires, j'ai jamais réussi à la faire passer. Et j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Ça n'intéresse pas les gens, alors même que sur Trade, tu peux quand même acheter des obligs en direct. Il y en a 500 à partir de 1 euro, et tu payes 1 euro de frais. Donc, C'est exceptionnel. Voilà, et tu as des obligs américaines, européennes, d'États, d'entreprises. C'est une offre qui est très costaud. Et pour le coup, c'est un des secteurs où la gestion active fait des bonnes perfs aussi. En plus. Et on n'arrive pas, il n'y a rien à faire. Je n'ai jamais réussi à intéresser le grand public aux obligations, parce que la réponse est quasiment toujours la même. Pas m'emmerder pour avoir 1% de plus alors que j'ai mon fonds en euros et mon livret A. Ils ne sont pas très loin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la diversification des ETF réels. C'est-à-dire aller dépasser le MSCI World. Donc là, pour l'instant, j'expérimente. Et quand je commence à dire MSCI World, c'est bien, mais l'Eurostock 600 pour avoir un peu d'Europe et les BRICS de l'autre côté, c'est pas mal aussi. Donc là, je vais beaucoup insister, moi, sur la diversification d'un portefeuille en ETF. 2025 va t'aider, hein, parce qu'un IBEX à plus de 40%. Ah bah là, oui, carrément, ouais. Marché espagnol, par exemple, qui a été numéro carrément, 1. Le marché brésilien, Corée du numéro Sud, 2, Corée du Sud. Un Un carton. Donc oui, je pense. Et le dernier point que je vais essayer de pousser là, c'est la partie le fait que sur les ETF, avoir des ETF hedgés euro-dollar, c'est peut-être pas mal. Ah oui, ça c'était la mauvaise surprise. Exactement. Pour certains. C'est pas pour certains, c'est pour des millions de gens en Europe. Qui n'avaient pas pris de couverture, donc. Ah bah non. Pas pris de couverture de change, et donc. Attends, qui pouvait penser que l'eurodoll allait faire moins 16 ou moins 17 en 2025 ? Oui, mais après, combien de ces gens-là avaient compris qu'ils prenaient un risque de change ? Ça, c'est aussi une question, à mon avis, qu'il faut se poser. Très peu. C'est que je pense Très peu. Maintenant, ils ont compris, a priori. Je pense que c'est en train de passer, ouais. Et donc, l'intérêt des ETF hedgés et la vraie diversification, ça va être un peu mon combat sur les prochains mois. Là. Et après, il y a la lutte contre les arnaques aussi, qui est un énorme sujet, mais ça, c'est... dont vous êtes victime chez Trade ? Les clients, tout le monde, partout, enfin, pas que nous. Il y a une explosion des arnaques financières en Europe, c'est terrifiant. C'est pour ça qu'il faut des points de repère aussi. Hier, j'ai eu mon premier deepfake, Gustave. Ah bon ? Il y a une cliente Trade Republic qui reçoit une vidéo de moi en DM sur Facebook, je crois, et c'est pas moi. Ça fait flipper quand même. Et qui lui demande de faire un virement et tout. Et c'est sur le toit de mon WeWork, là où je fais mes vidéos souvent, tu sais. Oh là là. Et c'est terrifiant. Donc là, je travaille avec Meta pour qu'il y ait de la reconnaissance faciale pour que ce soit pas possible, mais c'est... Ah oui, ça c'est quand même un nouveau monde, là. Ah ouais, c'est terrifiant. Bon, l'IA n'a pas que des vertus. Non, l'IA est en train de permettre aux arnaqueurs d'industrialiser beaucoup leur processus d'arnaque. Et donc, j'en profite à chaque fois, mais je n'ai pas de groupe WhatsApp, je ne donne pas de conseils en investissement, je ne vous demanderai jamais de faire un virement. Et tous mes comptes sur les réseaux sociaux sont certifiés avec la petite coche bleue, là. Donc, c'est important de le rappeler autant que possible. Merci du rappel, on sera attentif et je dois dire que même Colbert, on a des faux comptes toutes les semaines qui sont créés sur Instagram. Donc effectivement, il faut faire très très attention à ces comportements.
Puisqu'on est début d'année 2026, on ne peut pas se priver aussi d'un petit jeu des pronostics. Donc, je suis de la chance, je suis dans une position confortable aujourd'hui parce que c'est moi qui pose les questions. Mais ça m'intéresse évidemment en préambule d'avoir ton avis, tes convictions aussi sur l'année. Tu en as peut-être donné quelques indices avec cette diversification des ETF. Début d'année, on remarque que le président américain n'a pas trop pris de vacances de Noël. Donc, quand on pensait, si tu veux, être au bout des surprises géopolitiques, on se rend compte aussi que, en fait, la nouvelle norme, c'est la normalité des surprises, presque. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça t'inspire? Et quels sont, dans cet environnement qui est de moins en moins prédictible, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. C'est moins compliqué. Qu'est-ce que ça t'inspire en termes de thématiques, de convictions pour cette année? Plusieurs choses. La première, c'est que j'allais commencer par ça. Le niveau d'incertitude a explosé, quoi. C'est incroyable. Les comportements extrêmes sont en train d'exploser. Donc, ça rend évidemment la navigation et la prédiction beaucoup plus difficile. Ça, c'est évident. Ce qui est la raison pour laquelle il me semble que la diversification est l'élément. Voilà, je le mets beaucoup en avant déjà depuis début 2025. Ouais. Je martèle parce que début 2025, on a quand même vu l'Europe surperformer les US, ce que personne n'avait vu. Personne. Vraiment, quoi. Non. Le 60% de perf de l'or en 2025, je suis pas sûr que beaucoup de gens l'avaient vu venir aussi. Donc, la diversification, ça va être la réponse clé. Ensuite, il y a des risques immenses. Le plus gros pour moi actuellement, c'est l'économie américaine. Parce que Trump lui a fait prendre un virage à 200 km/h sur deux roues. C'est très incertain, quoi. Savoir ce qui va se passer. À tout moment, si un mécanisme vient relancer l'inflation aux US, c'est pas bon du tout, quoi. Non. Ils savent vraiment pas quoi faire pour le coup, là. Donc, le plus gros risque pour moi, c'est l'économie américaine et les comportements de politique économique de Donald Trump, avec le risque numéro 1 pour les US en 2026, qui est de perdre la confiance des marchés vis-à-vis de la Fed. Si Trump déconne... Une bonne façon de contrôler l'inflation, c'est quand même d'avoir un pétrole bas. Et une bonne façon d'avoir un pétrole bas, c'est d'avoir du stock, non? On est d'accord. Une autre façon Aucune référence au Venezuela ici, évidemment. Une autre façon de contrer l'inflation, c'est aussi d'avoir un dollar un peu demandé quand même. Ouais. Et pour ça, imposer les pétrodollars et donc empêcher le Venezuela de commencer à exporter son pétrole en yuan ou en rouble, c'est pas mal aussi. Je remarque qu'avant le Venezuela, il y a 2 autres pays qui avaient essayé de sortir du système des pétrodollars, c'est-à-dire le fait que leurs exportations de pétrole devaient se faire en dollars. C'est l'Irak de Saddam Hussein et la Libye de Kadhafi. Et on sait ce qui leur est arrivé. Intéressant. Voilà. Donc il y a effectivement le besoin pour les États-Unis de conserver le système des pétrodollars actif le plus longtemps possible. Parce que le prix bas du pétrole, il y est déjà en fait, sans le Venezuela. La demande est déjà supérieure, l'offre est déjà supérieure à la demande actuellement. Ouais. Et le contrôle est plus l'intérêt fort. pour les États-Unis du pétrole vénézuélien, juste pour finir là-dessus, c'est aussi que c'est du pétrole ultra lourd et que 70% des capacités de raffinage industrielles américaines sont pour du pétrole lourd. Alors que le pétrole de schiste qu'ils extraient depuis des années maintenant est du pétrole hyper léger. Donc ils ont aussi un gros problème aux US de sous-utilisation de leurs infrastructures de raffinage lourds qu'ils vont pouvoir compenser grâce au pétrole vénézuélien et utiliser de nouveau. Donc il y a effectivement la partie pétrole, mais c'est moi, à mon avis, surtout la partie dollar Pétrodollar. qui est importante en fait. Donc pour les US, le plus gros risque, à mon avis, en 2026, c'est de perdre la confiance vis-à-vis de la Fed avec le renouvellement du président de la Fed. Si Trump va trop loin sur la nomination d'un président à sa botte totale, ça peut déclencher une vague de vente d'actifs américains. Ça peut faire exploser l'or aussi, d'ailleurs, autant qu'en 2025 potentiellement. Donc ça, c'est pour moi le truc le plus inquiétant, parce que si la Fed perd la main et que l'inflation repart aux US, là, franchement, je vois pas comment ils s'en sortent sans une grave crise, quoi. Vraiment. Parce que là, on se rapprochera de la stagflation à un moment donné, et avec 35 000 milliards de dettes de mémoire, ça devient compliqué de pivoter, quoi. Donc c'est les US, moi, qui m'inquiètent le plus. Et comment ils vont pouvoir alléger leur bilan, là, selon... Quelles sont les pistes qui nous sont données? Pas grand-chose, quand même. Ce qui peut aider encore un peu plus l'économie américaine, c'est évidemment les droits de douane, mais aussi les stablecoins, qui déclenchent une demande mécanique de dollars et d'actifs américains pour backer le stablecoin dollar. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils insistent autant sur les stablecoins, qui peuvent potentiellement remplacer un jour le pétrodollar, justement. Quand
on n'utilisera plus de pétrole. Hmm. Voilà. Donc, il y a ça. Et après, il y a leur capacité à relancer leurs industries. Mais pour l'instant, ça va pas assez vite du tout, quoi. Donc, je sais pas. Sincèrement, c'est le plus grand risque pour moi de 2026, c'est l'économie américaine. Ok. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'opportunités en 2026. La première opportunité, c'est de sortir des Magnificent Seven et de l'IA, et des hyperscalers et des data centers. Je sais pas ce que tu en as pensé toi, mais moi j'en avais marre à la fin 2025 de parler que de ça tout le temps. C'était redondant, ouais. Tu faisais pas une semaine sans être obligé de parler de Nvidia, quoi. Et il se trouve que, heureusement, la bourse du monde, c'est autre chose que cette valeur, quoi. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Pour ceux qui ne savent pas, quand même, c'est à peu près 45% du S&P 500. C'est cette valeur. Oui. Donc, ce que ça représente, c'est juste bien sûr, c'est colossal. C'est colossal. Ouais. Et ça génère un risque, évidemment. Entre autres technologiques, j'ai eu l'occasion de le dire, si la technologie qu'ils sont en train de créer en ce moment devient obsolète plus vite que prévu et qu'ils ne peuvent pas rentabiliser les investissements qu'ils viennent de faire, sur les infrastructures. Tout le monde se dira que c'est Apple qui a eu raison de ne pas se lancer dans la course. Ouais. On n'est pas à l'abri d'un grand retour d'Apple en 2026 aussi, bien énervé. Amazon aussi qui a été un peu à la traîne en 2025. Bien sûr. Après, il y a des trends intéressantes en 2026. Elles sont connues, je crois. Probablement le quantique, probablement la robotique. Ça, moi, c'est mon petit préféré, la robotique. La santé, qui est sous-pricée depuis 2-3 ans et qui peut... normalement les PI, donc les ratios cours sur bénéfice, c'est assez intéressant sur la santé. En théorie, les small et mid cap européennes aussi, qui sont censées à ce moment-là du cycle économique être plutôt performantes en 2026. Mais c'était pas si mauvais en 2025 déjà. Et donc peut-être que 2026, on aura les small et mid cap et américaines et européennes. Celles qui sont le moins valorisées, c'est quand même les européennes. Il y a évidemment, et c'est un peu triste, le secteur de la défense. Il y a évidemment... qui a déjà explosé en 2025. Oui, mais malheureusement, ça n'a pas l'air de se calmer. Continue d'avoir un news flow qui est plutôt favorable. Tu as l'énergie, l'électrification, la thématique électrification, énergie qui est très très performante, entre autres aux US, mais pas que. Et tu as les impacts du plan d'investissement chinois, de la politique de soutien budgétaire chinoise à l'économie chinoise, et l'impact qui devrait commencer fin 2026 du plan d'investissement allemand de 500 milliards pour l'Europe. Donc la thématique de la réindustrialisation en Europe et aux US pourrait à un moment donné fonctionner aussi. Okay. Voilà les grands thèmes à mon avis, et tu retrouves aussi évidemment les métaux nécessaires à l'industrialisation, à l'électrification, donc évidemment l'argent, tous les métaux type cuivre, palladium, platine, voilà, tous ces métaux-là, et puis évidemment les terres rares, qui a priori... Argent exceptionnel en 2025. Bien sûr, bien sûr. Et évidemment, si la Fed venait à perdre la confiance des marchés, l'or, qui serait à mon avis un truc intéressant. Que déjà effectivement... Je suis moins bullish en 2026 sur le Bitcoin, qui a l'air de caler un peu le narratif Bitcoin, là. Okay. Donc, à voir s'il y a des utilisations nouvelles qui apparaissent, mais j'ai l'impression qu'une forme de hype est passée, là. Et voilà. Ça fait déjà un bon programme, là. Tu peux faire un portefeuille avec ça. Ah, là, il y a de quoi faire. Ouais. Donc, là, il y a de quoi faire. Donc, Et les marchés émergents, évidemment, en 2026. Quoi. Ça... Okay. La Chine aussi qui a fait une superbe année 2025. Surtout en fin d'année, ouais. Donc, qui était quand même clairement pas cité parmi les favoris sur la ligne de départ. Bah, comme l'Inde en 2024. C'est aussi une manière si je peux me permettre d'apporter aussi mon petit pronostic, c'est une manière de jouer le trade IA différemment. Ça peut aussi être de jouer les hyperscalers chinois, qui ont quand même pas du tout sous les mêmes multiples que les hyperscalers américains. Et DeepSeek nous a rappelé que la Chine n'avait pas vraiment dit son dernier mot sur la question. Unitry dans les robots, voilà. Il y en a. Et aux États-Unis, attention aussi aux valeurs infrastructures, je dirais fournisseurs. Donc il y a par exemple Amat, qui est un fournisseur principal d'NVIDIA. Vous regardez son début d'année, ça a été pas mal. Donc il y a des choses intéressantes, je pense, au-delà, effectivement, même sur les trades IA, au-delà des sentiers battus. Mais en tout cas, ça nous fait un bon programme. Peut-être pour finir, quelques questions un peu plus courtes qui m'intéressent. La première, elle est intéressée évidemment. Selon toi, à partir de quel moment il faut commencer à être tactique dans sa gestion ? C'est-à-dire, on sort de la
à partir de quel seuil, s'il y a un seuil d'argent, on doit commencer à être plus tactique, c'est-à-dire sortir de son, entre guillemets, DCA? C'est difficile à dire. Parce qu'en fait, le seuil dépend aussi de chacun, donc de la sensibilité de chacun aussi. Donc c'est pas facile de répondre à ta question. Il me semble... Ça peut être progressif aussi. Voilà. Il me semble que quand on a déjà une épargne de précaution, c'est-à-dire quand on a 3 à 6 mois de revenus de côté, livret, obligue, peu importe, et qu'on a bien mis en place son plan pour sa retraite, normalement, il faut commencer à se demander effectivement l'étape d'après, quoi. Est-ce qu'il y a un montant ? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. J'imagine que un Français moyen qui aurait déjà 100 000 euros, tu vois, investis, bon, déjà, il peut commencer à se poser des questions, quoi. Moi, je l'exprime sous forme de ratio. Ouais. Est-ce que J'ai jamais pensé à ça, tu vois. Est-ce que tu es capable de lisser ton point d'entrée ? Et en gros, si tu peux pas épargner 10% de ton montant investi minimum, t'es pas capable de lisser ton point d'entrée du tout. C'est le seuil minimum, tu vois. Donc, après, tu peux monter à 20%, mais en gros, si t'es capable... D'accord, ouais. C'est comme ça que je l'exprime. Ouais, très bien. Mais, je vais te le voler. Bah tiens, je te l'offre. C'est cadeau. Mais j'ai une preuve, c'est filmé. Vous êtes filmé, monsieur. Je prends. Non, avec plaisir. Ça me permettait de rationaliser en fait la question qui m'était posée notamment par mes ayatollahs des ETF que tu avais convertis, qui étaient et je t'avoue que pour le coup en avril ils m'ont rappelé. Et malheureusement il y en a qui ont constaté des pertes à ce moment-là parce que là tu peux pas le gérer. Quand tu peux pas le lisser, tu peux pas le gérer. Et c'est normal. Là c'est une peur rationnelle. Alors les moins de 35 ans ont une tolérance à la volatilité qui m'étonne tous les jours. Qui a été aidé, je pense, par leur exposition aux crypto. Il y a beaucoup de moins de 35 ans qui ont appris l'investissement en prenant des grandes gifles en crypto. Évidemment. Et en plus, quand tu as peur de l'avenir, en fait, c'est pas quand tu as peur. Quand tu es sûr que l'avenir va être merdique, tu es davantage prêt à prendre des risques. Ouais, bien sûr. Parce que qu'est-ce que tu as à perdre finalement ? De toute façon, ça va être la merde. Ouais. Et ce rapport-là à l'avenir, eh ben, il est hyper triste. Ouais, c'est triste. C'est vraiment triste, putain. Mais... Alors, c'est bien que ces jeunes-là se prennent en main, s'y mettent, plutôt qu'ils brûlent tout, si tu veux. C'est bien qu'ils s'y mettent. Donc c'est une conséquence heureuse. Mais c'est une cause affreuse, ouais. Ah ouais, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Les actifs français, c'est le seul pays au monde où les actifs sont moins payés que les retraités. Hein. Tu sais ça ? Même en Italie, même en Italie. Bien sûr. Et ça, c'est une stat, mais ça fait pleurer. Tu as aussi une majorité de Français qui pensent, et c'est très nouveau ça, dans l'histoire de France, qui pensent que leurs enfants auront une vie moins bonne que la leur. Et c'est la fin des haricots, ça, hein, parce que quand tu commences à te dire ça, bah, tu te dis, et finalement, est-ce que ça vaut le coup donc, de faire est-ce que je vais en faire ? Et voilà. Et donc, on n'en fait pas. Et voilà. On le voit dans les chiffres, effectivement. Aussi. Et quand tu rajoutes par-dessus une politique de logement absolument scandaleuse dans notre pays, qui empêche d'avoir des logements attractifs pour les familles, et que par-dessus ça, tu rajoutes la taxation confiscatoire du travail et du capital aujourd'hui dans notre pays, et effectivement, on a un vrai problème de projection dans l'avenir. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec l'éducation financière, c'est que quand tu te formes un peu et que tu mets en place un plan d'investissement, bah, tu retrouves, je ne veux pas être larmoyant ou quoi, mais c'est vraiment ce que j'ai observé chez des dizaines de milliers de gens. Tu retrouves un peu d'espoir. Et souvent, je dis que mon métier, c'est de transformer de la peur en espoir. Parce que tu as des gens qui ont peur de l'avenir et qui ne savent pas comment faire. Et quand ils réussissent à mettre en place un truc qui va les aider à avoir un meilleur avenir, ils retrouvent de l'espoir. Quelqu'un qui investit, c'est quelqu'un qui a un espoir quand même que la chose va s'améliorer, si tu veux. Sinon, c'est la condition nécessaire à l'investissement. Sinon, tu te mets dans les Cévennes, dans une grotte, tu accumules de l'or, des armes et de la bouffe, et tu apprends à filtrer ton eau à la rivière, etc. Si tu veux. Mais bon, c'est un autre délire. C'est un choix qui est fait par certains. Une autre stratégie d'investissement. C'est un choix qui est fait par certains. Ok. Une autre question. Toi qui as largement contribué à faire émerger ce qu'on appelle la finfluence, et qui l'incarne aussi en partie, c'est-à-dire les influenceurs sur les contenus financiers qui sont, je pense, en grande partie responsables de tous les chiffres de croissance qu'on a pu citer jusqu'à présent. Si tu devais en citer, allez, je vais pas être trop méchant, je vais te dire un ou deux, comme ça tu peux en citer un ou deux qu'il faut absolument suivre selon toi en 2026. Ça veut pas dire que les autres sont pas bons. Est-ce que tu en aurais un ou deux qui te viennent en tête Le problème, c'est que j'en ai 10, moi, qui me viennent en tête. Si tu veux. Allez, vas-y, t'as le droit d'en faire 3. Allez, je suis sympa. Mais ils sont tous valables, mais peut-être sur des registres différents, tu vois. Tu peux en faire un ou deux sur des registres différents, mais pour ceux qui nous écoutent, qui veulent avoir un contenu... Moi, pour la partie
Donc, alors, Investisseur, d'abord, enfin, actionnable, si tu investissement. veux, on peut pas être ici et ne pas dire que le revenu, investir, zone bourse, les échos font un boulot exceptionnel, si tu veux. Déjà, quand même. Ça existe aussi, et c'est très bien aussi, et c'est très complémentaire. Et notre format aujourd'hui montre peut-être que ça fusionne. Exactement. Voilà. Et c'est ce que je prône à mort, moi, c'est le rapprochement, le fait de se mettre en équipe, en mêlée de rugby. Donc voilà, c'est très très bien qu'on soit là. Il faut continuer, et je vais continuer aussi moi à faire ça. Donc il faut que les deux mondes se rapprochent parce qu'on a la même mission en fait, et les mêmes objectifs. On n'a juste pas historiquement les mêmes canaux, les mêmes méthodes, mais c'est une équipe en fait. Donc je suis très très heureux. Enfin voilà, je trouve ça très très bien. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut quand même rappeler parce qu'il n'y a pas rien non plus avant les créateurs de contenu. Ensuite, tu as effectivement les créatrices et créateurs de contenu. Moi, sur la partie investir, je peux te dire ce que moi je suis et que j'utilise. Moi, je suis les contenus moi-même de actionnaires sur Instagram. Les contenus, c'est pour la news, pour la partie information, c'est vraiment top. Je suis, moi, deux stock pickers et analystes boursiers qui sont Nicolas Chéron et Tino. Tino Bourse, que j'aime beaucoup, qui est un ancien banquier. Il y a évidemment la chaîne YouTube de Mounir, Finari. La chaîne YouTube qui est intéressante, avec des invités sympas où ça parle d'investir, etc. Donc voilà, déjà, c'est un bon panel. Ouais. On n'est pas trop mal comme ça. Avec des niveaux assez différents aussi de points d'entrée, donc c'est intéressant. Et après, tu as toute une nouvelle partie qui est en train d'émerger actuellement, là, qui est toute la partie budget, planification, rapport à l'argent. Et là, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de créatrices qui arrivent. T'en as une en tête, là? Parce que je vois... Il y en a plein. Il y en a plein. Entre autres, sur la partie budget sur Instagram. C'est vraiment top. Donc voilà, tu as aussi Delphine Pinon sur la génération de revenus additionnels, qui s'appelle Richissime, son podcast, qui est super. Très bon, ouais. C'est super ce qu'elle fait, Delphine. Voilà, donc tu as ces gens-là que j'aime beaucoup. Et il se trouve que dans mon livre et dans mon cahier d'activité, je les ai tous listés. Donc voilà. Ok, et j'ai maintenant ma chaîne YouTube, d'ailleurs, tiens, j'en profite. On va faire 3 secondes de réclame, mais j'ai une chaîne YouTube désormais, voilà. On va te suivre. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 2 semaines et j'ai 15 000 followers, donc je suis très content. Bon, on va suivre ça de près, je suis sûr que ça va être prometteur. Peut-être le mot de la fin, est-ce qu'il y a une résolution que tout le monde devrait prendre cette année pour ses finances ? Je pense que ce qui va être le plus impactant possible en 2026, c'est qu'on ouvre notre gueule. Ok. C'est une bonne résolution. Voilà. T'as vu que c'était la mienne aussi. Tout à fait. La mienne, donc je sais que c'est celle du revenu aussi. Et donc, j'ai remarqué un truc, moi. Je crois que la majorité des gens, ils sont d'accord avec nous, en fait. Mais ils sont assez silencieux. Et quand nous, on l'ouvre, on les autorise à l'ouvrir, en fait. Et je crois que c'est notre eau. Et que ça peut être très utile. J'en ai fait moi-même l'expérience sur quelques sujets en 2025 à mon humble échelle. Et j'ai l'intention de l'ouvrir bien plus gravement en 2026. Donc moi, le seul truc qui me rend fou, c'est quand j'entends il faut se barrer de ce pays. Tu veux aller où, déjà ? Et que les ultra-riches diversifient leur patrimoine au niveau international, je comprends parfaitement bien. C'est pas moi qui vais te dire que c'est pas bien de le faire. Mais que les gens perdent totalement espoir et disent on se barre, de toute façon, le pays est foutu. Moi, ça me noue la gorge, quoi. Mais c'est un discours assez normalisé, en fait. Hein. Et moi, je m'y oppose fort. Ouais, mais je pense que si on reste, on n'a pas le choix. Il faut rester, et il faut l'ouvrir, et il faut se battre, parce qu'on a raison. On a raison. Et donc, à un moment donné, l'histoire étant un balancier, le bon sens va revenir à un moment donné. Et à mon avis, ça va revenir plus tôt que prévu. Donc, le plus on l'ouvre en 2026, le plus on dit, le plus on ose, le plus on explique, c'est vraiment très important. C'est ce que j'appelle la blockchain humaine de l'éducation financière. Et c'est comme ça que moi, je suis en train de convaincre aussi un par un des politiques, tu vois. Donc, on doit l'ouvrir en 2026 et défendre ce qu'on fait et continuer de défendre l'éducation financière parce qu'à la fin, on gagne. On va tâcher de le faire. En tout cas, c'est un super mot de la fin. Ça donne vraiment du boost pour cette année. Je te remercie 1000 fois, Mathias, d'avoir accepté mon invitation. C'était super. J'espère que vous allez aussi apprécier cet épisode, que moi, j'ai apprécié le tourner. À bientôt, du coup, sur Blindé et surtout sur Le Revenu, qui est notre nouveau producteur.